Bonsoir. Au sommaire de ce journal, initiative présidentielle d'appui au développement rural. La Guinée importe du Rwanda des variétés du café Arabica. 2000 kg de semences sont dispatchées sur le plateau foutanien. Et puis, Lancé Kamisoko sera dans ce journal pour nous parler de la polyclinique à dimension internationale construite à Sigiri. C'est le travail de deux cadres leaders qui ont une ambition, celle de faire de Sigiri une ville émergente. Enfin, nous vous ferons faire un tour au point de lecture de Kipé, un espace très convoité actuellement par les jeunes en quête du savoir. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir. À quel niveau sont les activités du projet d'interconnexion électrique Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée? Une réunion de coordination semestrielle est en cours en ce moment même à Conakry pour répondre à cette question et tous les intervenants, y compris les bailleurs de fonds, y prennent part. Nabi Kamara, reportage. Le projet d'interconnexion reliant la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée est né de la volonté politique affirmée des chefs d'État de ces pays en mars 2012 et amendé par leurs parlements respectifs en 2015. Depuis, ce projet intégrateur suit son bonhomme de chemin. Pour connaître l'état d'avancement des activités menées sur le terrain, la coordination du projet et tous les contractants ainsi que les bailleurs de fonds se retrouvent à Conakry. C'est à l'occasion de leur réunion semestrielle. Le projet avance très bien, et une bonne partie de la ligne va finir en décembre. La ligne sera entièrement disponible sur le réseau en mars 2020. Cet ambitieux projet prend en compte les soucis des populations de la sous-région. C'est pourquoi les autorités guinéennes sont engagées à le soutenir. J'ai confiance à ce projet. Il met en évidence l'essentiel de nos besoins. C'est un projet qui bouge. L'énergie qui vient de cette ligne va aller à l'Insan. Le l'Insan, il viendra à Mania, une source d'alimentation. Si on a Swapiti, une deuxième source d'alimentation, on a la ligne l'Insan Fomi qui est là, qui viendra de l'autre côté. Donc Conakry aura une sûreté de 3 sources d'alimentation qui pourra nous permettre d'être à tout moment sûr que le courant ne va pas manquer. Je voudrais remercier très sincèrement le gouvernement pour avoir accepté de doter le pays d'un tel projet, un projet très important, un projet sous-régional pour le développement social de leur pays. Signalons que le projet Transco Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée bénéficie d'un statut diplomatique et constitue un projet phare pour le développement de la sous-région ouest-africaine. Depuis 2 ans, des variétés du café Arabica importées du Rwanda sont dispatchées sur les plateaux foutaniens. Très exactement 2000 kg pour la relance des cultures d'exportation. Une initiative présidentielle d'appui au développement rural dans laquelle la valorisation du café occupe une place de choix. Fodé Camara, Lancé Kamisoko. Plus de 2000 kg de semences de café Arabica sont accueillis à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Ces variétés à haut rendement sont importées du Rwanda, des variétés résistantes aux maladies et prisées sur le marché international, surtout à cause de leur arôme. Sous peu de temps, nous aurons en Guinée, avec le massif montagneux de Fouta Jalon, un café spécifique qu'on peut labelliser avec les 3 variétés que nous avons. La Jackson 10, la BM 139 et la Rab C15. Ces 3 variétés vont constituer une gamme variétale qui va nous permettre d'enrichir notre collection. Donc leurs caractéristiques, c'est des caféiers de montagne qui ont une grande production et avec un arôme particulier apprécié par les consommateurs. Sur les plateaux foutaniens, ces semences de café Arabica vont bientôt se retrouver dans des pépinières avant une diffusion à grande échelle aux paysans. Pour ce deuxième arrivage, 6 sites sont ciblés pour recevoir les stocks. Dès les 2 ans révolus, ces nouvelles variétés vont porter leurs premiers fruits avec un rendement de 2 tonnes à l'hectare. C'est donc une nouvelle richesse qu'on est en train de créer à travers ces plantations. Et toute cette initiative a été prise par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, depuis un certain temps. Dès la 2e année, nous aurons les premières séries, mais ce n'est pas
économique. Mais à partir de la 3e année jusqu'à 20 ans, nous pouvons avoir des 2 tonnes par hectare. 2 tonnes par hectare avec une tonne qui coûte 3000 $. Vous voyez la richesse que ça peut créer au niveau même du petit paysan. Au terme de la première campagne, 1200 hectares de café arabica sont mis en valeur en Moyenne-Guinée. Et d'ici 2020, plus de 5000 hectares de plantations sont prévus pour le plus grand bonheur des producteurs. Pendant ce temps, le projet d'appui au secteur agricole, lui, est à sa dernière année d'exécution. La Banque mondiale et le gouvernement guinéen ont financé ce projet à hauteur de 16 millions de $ américains pour renforcer les capacités du secteur rural. Elhadj Yaya Silla nous fait le point. Le projet d'appui au secteur agricole a fait du chemin en Guinée. Les membres du comité de pilotage présentent les acquis du programme lors d'une ultime session. Au cours des 4 ans d'exécution du projet, plus de 6000 cadres sont formés en technique agricole sur 1500 initialement prévus. Des résultats salués par les bénéficiaires. Le PASAC a également, comme vous le savez, est un projet qui concerne les 4 départements ministériels. Et par rapport au ministère de l'Environnement, le PASAC a doté nos services déconcentrés à des motos 4x4 pour faciliter le suivi des projets non seulement agricoles mais aussi les autres projets. Et le PASAC a doté les 4 BSD du ministère de l'Environnement et des 4 ministères. Chaque directeur des BSD, des bureaux de stratégie de développement, ont bénéficié d'un véhicule 4x4 pour faciliter la coordination et la collecte, la diffusion des informations sur le domaine agricole. Le projet a aussi mis l'accent sur le respect de l'aspect genre dans le développement. Je crois que c'est un plaisir pour nous, autorités du développement agricole, d'écouter ces bénéficiaires et de nous rendre compte que c'est un projet qui a eu un impact important sur l'institutionnel au niveau de notre secteur. Dans son exécution, ce projet a connu des difficultés. La dépréciation du dollar, par exemple, selon les responsables de PASAC, empêche l'atteinte de certains objectifs. Le travail qui est là est un travail de longue haleine. Les outils qui ont été mis en place par le projet sont des outils innovants. Le projet a réalisé des produits, des résultats. Maintenant, il y a les effets de toute la batterie de mesures qu'on a mises en place, les CDMT, les schémas et autres. Mais les formations, les impacts vont être à court terme, à moyen terme et à long terme. Il s'agit de continuer sur la lancée. Il s'agit de persévérer, de faire le point à chaque fois des situations et puis de voir comment renforcer les acquis. Alors que les défis sont énormes, ce projet d'appui au secteur agricole prend fin cette année. Comment continuer à entretenir l'engouement suscité? C'est la grande inquiétude des acteurs touchés par le PASAC. Autre sujet d'actualité, la SEG dote ses agents de terrain de motos pour faciliter leur intervention dans les zones éloignées. Le geste vise également à améliorer les conditions de travail pour un meilleur résultat. Nabi Kamara. L'accès aux zones très éloignées pour la réparation des fuites d'eau, des stations de pompage, la facturation et le recouvrement constituent des calvaires à la Société des eaux de Guinée. Pour résoudre ce problème, la direction générale de la société vient de doter ses agents de terrain de 200 motos et leurs accessoires. Les directions clientèle de Conakry et de l'intérieur du pays sont les plus grands bénéficiaires. Ces motos seront suivies pour leur vie physique et pour leur utilité dans le cadre de nos activités. Je voudrais inviter ici tous les chefs d'agence, tous les responsables, tous ceux qui vont recevoir ces motos, de dire que ces motos sont des outils de travail. Et quand on l'a, on doit améliorer sa productivité. Et je prends cet engagement à veiller sur cet aspect. Financé sur fonds propres de la société à près d'1 milliard de francs guinéens,
Le geste s'inscrit dans le plan d'action 2019. Il vise à améliorer les conditions de travail des agents afin d'obtenir de meilleurs résultats. Je souhaiterais, au nom de l'équipe dirigeante de cette société, exhorter tous les collaborateurs à quelque niveau que ce soit pour s'approprier de tous ces moyens qui ont été mis à votre disposition pour pouvoir atteindre des objectifs. Dans tous les cas, la fourniture de tous ces moyens et équipements est assortie d'une obligation de résultat parce que chacun, à tous les niveaux, est engagé à pouvoir atteindre les objectifs fixés tels qu'ils ont été déroulés. À date, la Société des eaux de Guinée, SEG, compte 9 agences à Conakry et 25 centres à l'intérieur du pays. Cette politique de décentralisation permet à la société d'être plus proche des clients et d'avoir une couverture nationale. Environnement. À présent, avec la question du changement climatique, les femmes ont-elles un rôle à jouer dans la réduction des impacts du changement climatique? Apparemment oui, puisque la Guinée cherche à mettre en relief la couche féminine dans la mise en œuvre de son plan national d'adaptation au changement climatique. Pour plus de précisions, suivez ce reportage de Mamad Alpha Baldé, rendu par Mabinti Laïsouma. Déjà visible dans la quasi-totalité des États, l'adaptation au changement climatique devient un impératif. Face à un climat de plus en plus hostile, certaines couches de la société sont plus affectées que d'autres. Dans ces futures politiques environnementales, comme la PNA, Plan national d'adaptation au changement climatique, la Guinée compte intégrer la question genre. La couche féminine est considérée comme l'une des plus touchées par le phénomène. On parle des ressources en eau. Nous savons que la corvée d'eau, c'est une activité des femmes. Et quand l'eau se fait rare, ce sont les femmes qui souffrent en premier. Elles vont plus loin pour chercher de l'eau. Ça, c'est une chose. Mais si on parle aussi des zones côtières, nous savons qu'on perd de plus en plus de terres cultivables. Quand la mer s'avance dans la terre, donc on perd des terres cultivables. Et quand on perd des terres cultivables, ce sont les agricultrices qui souffrent en premier parce que ce sont les femmes guinéennes qui interviennent le plus dans le secteur de l'agriculture. Pour optimiser les chances de réussite de son PNA et limiter les effets du changement climatique de façon durable, la Guinée compte mettre les femmes au centre de la lutte pour un monde écologique avec des communautés plus résilientes. Partout au niveau du développement, il faut intégrer l'adaptation et le genre. L'adaptation, c'est transversal. Le genre aussi est transversal. Donc, dans le cadre de l'élévation du plan national de l'adaptation, donc l'aspect genre compte, donc, puisque c'est les femmes, les enfants qui sont plus vulnérables aux impacts de changement climatique. C'est les femmes, la plupart dans les pays en voie de développement, qui supportent les familles avec toutes ces difficultés. Donc il faut tenir compte de l'aspect genre au niveau des processus de planification. Aujourd'hui, à travers des programmes ciblés, le département de l'environnement et ses partenaires tentent de minimiser les impacts liés au dérèglement climatique. Insertion socio-professionnelle, l'agence de développement belge Enabel table sur les orientations stratégiques du programme Integra avant de recueillir les avis des acteurs privés et publics évoluant dans ce domaine, une sorte de partage d'expérience avec un double objectif. Sayon Keita, Abdul Karim Kamara. C'est un atelier d'information et d'échange d'expériences sur un parcours d'intégration réussi pour le programme Integra Enabel en Guinée. Le projet est financé par l'Union européenne à hauteur de 65 millions d'euros en partenariat avec le gouvernement guinéen. L'Union européenne a répondu à une demande du gouvernement de la Guinée pour être impliqué dans le fonds fiduciaire. Donc le fonds fiduciaire est un mécanisme de financement qui veut justement aider les gouvernements des pays partenaires à lutter contre la migration irrégulière et surtout à créer des meilleures conditions, un meilleur développement économique du pays même. Donc l'Union européenne est le bailleur de ce projet. Donc on parle d'Integra Enabel aujourd'hui, mais en fait le projet Integra est d'un total de 65 millions d'euros. Il y a plusieurs partenaires de mise en œuvre. Donc il y a un volet avec la coopération allemande, il y a un volet avec le Centre de commerce international et un volet donc avec l'Agence belge de développement. Enabel, agence de développement belge, est la structure organisatrice de cet événement.
Son souci, comment pallier le manque d'emploi des jeunes et la difficile réinsertion socio-professionnelle des migrants de retour. Dans son portefeuille global, l'agence dispose de 35 millions d'euros pour contribuer à réduire le taux de chômage des jeunes. Le programme Intégra démarre. On est donc dans un premier exercice ici de mise en synergie de tous les acteurs qui vont travailler dans le cadre du programme. Notre idée, c'est vraiment ici de rassembler les acteurs qui vont pouvoir donner une réponse pour les jeunes ici en Guinée. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de pouvoir développer un certain nombre de formations, un certain nombre de dispositifs également qui vont se répliquer sur le pays, principalement sur l'axe Kindia-Conakry, Labé. Et l'idée, c'est que avec les acteurs qui sont présents aujourd'hui, on puisse développer une réponse pour développer l'employabilité des jeunes. Le programme Intégra d'Enabel concerne les jeunes de 18 à 35 ans scolarisés ou non scolarisés. Le projet connaît une forte implication du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Je vous le disais en titre, Sigiri émergente, c'est l'ambition des jeunes de la localité. À leur tête, 2 cadres qui veulent servir de repère pour les autres. Barou Koulibaly et Dr Moussa Keita, ils viennent d'investir plus de 2 milliards de francs guinéens pour la construction et l'équipement d'une polyclinique à dimension internationale. L'infrastructure vient d'être inaugurée en présence de plusieurs personnalités de la sous-région. Lancé Kamisoko, Mamadou Saliouba. Ce bâtiment de R+2 abrite cette polyclinique au centre-ville de Sigiri. Bâti sur une superficie de 1800 mètres carrés, cet hôpital est doté des équipements de dernière génération comme la radio numérique, le scanner ou encore le circuit d'oxygène. À ceci s'ajoutent 3 blocs opératoires avec des plateaux modernes et un service d'urgence. Quand on parle programme de la radio numérique, c'est vraiment le dernier aujourd'hui en termes d'imagerie standard. Chaque structure rêve à avoir une radio numérique. Par rapport à ses avantages liés à la netteté de l'image, à la précision de l'image, je crois que c'est un apport inestimable que cette clinique s'est donnée dès déjà le départ. Cette structure sanitaire est l'illustration parfaite de la coopération médicale sous-régionale. L'expertise des médecins maliens et marocains est sollicitée dans ce centre médical équipé des matériels nécessaires pour des interventions de grande envergure. Nous avons remarqué que sur le plan sanitaire, Sigiri a rencontré beaucoup de problèmes. Quand on sait que, ou bien lorsqu'on sait le volume de la richesse qui sort de notre ville de Sigiri, qui est une référence en matière d'exploitation aurifère, et qu'on se rend compte que pour des petites maladies de rien de tout, les gens perdent leur vie, le cadre médical n'est pas là, franchement c'était désolant. Compte tenu de la distance Sigiri qu'on a créé 800 km, et les problèmes d'évacuation sanitaire se posent, et pour atténuer ces effets négatifs, il serait mieux de créer à Sigiri un grand centre de référence qui peut recevoir les gens de Beila, de Kerawani, de Zodegori, de Lola, de Dabola, de Kouroussa, de Dingerai, et pour que tous ces cas graves soient pris en charge sur un plateau technique conséquent. Avec une population à forte croissance, Sigiri est l'une des villes les plus nécessiteuses du pays en termes d'infrastructures sanitaires. Soucieux de la santé de la population, les fils du terroir sont dorénavant engagés à faire de leur ville un centre médical de référence dans la sous-région. Avant de continuer, ce communiqué du ministère du Budget qui vient de nous parvenir, un communiqué relatif au lancement officiel de la campagne de recensement fiscal exercice 2019. Le ministre du Budget a l'honneur d'informer les opérateurs économiques et les représentants des différentes corporations socio-professionnelles du lancement officiel des opérations de recensement fiscal le lundi 4 mars 2019 sur toute l'étendue du territoire national.
Cette action vise à identifier et à évaluer le potentiel fiscal de chaque localité en vue d'assurer une meilleure mobilisation des ressources budgétaires. C'est pourquoi le ministre du Budget demande la compréhension et le soutien de tous les acteurs du processus pour le bon déroulement de la présente campagne. À cette occasion, le ministre du Budget tient à rappeler que tout paiement d'impôts et taxes doit impérativement se faire par les moyens de paiement en vigueur, banque et mobile money. Pour la réussite de cette opération, le ministre du Budget s'est compté sur l'esprit de civisme de chacun et de tous. Signé Ismaël Djoubaté, le ministre du Budget. Une vaste campagne de sensibilisation a été organisée ce matin à l'université de Sonfonia. Elle porte sur le sens du volontariat dans les milieux universitaires, une occasion mise à profit par les étudiants et les professeurs pour faire un don de sang. C'est le premier élément de l'actualité nationale en bref, commenté ce soir par Alphaïsia Gaba. C'est une campagne de sensibilisation pour développer le volontariat en milieu universitaire. À l'université de Sonfonia, enseignants et étudiants donnent leur sang pour sauver des vies. L'opération est conduite par le Centre national de transfusion sanguine sur initiative du ministère de la Jeunesse. C'est important que l'université donne l'exemple. L'université étant une classe élite, n'est-ce pas, doit servir d'exemple. Et quand ça vient de l'université, en principe, ça doit s'étendre sur l'ensemble du territoire. La migration clandestine est un nouveau défi pour l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. Depuis des semaines, une campagne d'information et de sensibilisation est engagée dans la capitale à travers des messages chocs sur des panneaux partout dans la capitale. Nous partons en première phase en communication pour attirer l'attention. Cette campagne de communication, c'est l'affichage routier. Après, il y aura une campagne de diffusion de spots audio et télé. Vous avez vu les affiches. Il y a certains qui y vont parce que leurs parents ont vendu les terres. Il y a d'autres qui y vont parce que leurs parents ont vendu des bijoux. Il y a d'autres qui y vont parce que le fils de la coépouse est parti. Il y a d'autres qui y vont parce que ils sont économiquement faibles, alors que potentiellement ils sont riches. Tu ne peux pas vouloir aller en Europe en cotisant sur place 10 000, 20 000, 30 000 euros pour partir, alors qu'avec 30 000 euros, on peut faire une bonne petite entreprise ici de... À Kindia, les agents de l'administration publique sont en formation pour améliorer les services de prise en charge des migrants. C'est une initiative du ministère de l'Action sociale en partenariat avec l'OIM et l'Union européenne. La mission est de renforcer les connaissances des agents en protection sociale sur les problèmes de santé que rencontrent les migrants. Le mot que je pourrais donner à la jeunesse guinéenne, qu'ils acceptent de rester dans ce pays, ils peuvent réussir. Et la vocation du chef de l'État, c'est le mandat, il l'a dédié aux jeunes. Et si ces jeunes restent, je pense que tous les moyens seront mis à leur disposition pour qu'ils puissent réussir. Parce que leur réintégration, nous leur proposerons beaucoup de choses. Le collège et lycée 28 septembre viennent de bénéficier d'un bureau pour le proviseur de l'école. C'est le club des anciens élèves du collège 28 septembre qui a rénové ce bureau pour un coût total de 28 millions de francs guinéens. Nous sommes fruits de cette école. Nous avons fait notre collège dans cet établissement. Et sur la demande du proviseur de cette école, alors nous nous sommes mis à la tâche tout de suite pour réaliser son rêve. Si nous ne parvenons pas à construire l'école, mais en ce qui concerne le cadre de vie et de travail des enseignants, franchement, nous voulons investir dans ce domaine, que ce soit dans cette école ou bien dans d'autres écoles de la République.
Plus de 100 élus locaux des régions de Boké, de Kindia et des préfectures de Pita et d'Alaba sont à Kindia pour renforcer leurs compétences en gouvernance territoriale. L'objectif est de faire de ces maires de véritables agents de développement à la base. L'initiative est du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information avec Mohamed Lamine Camara. Littérature avec cette belle image de la recherche du savoir par les jeunes. Un tour au point de lecture de Kipé, vous allez le constater, le coin est devenu un espace de rencontre pour les jeunes en quête de connaissances. On y rencontre même les tout petits qui préparent déjà leur examen d'entrée en 7e année. C'est un reportage signé Fatoumata Batouli Diallo, rendu par Mamadou Saliouba. C'est un gros chien noir avec des yeux rouges. Il est toujours sur le chemin pour aller chez Fouli. À peine âgée de 10 ans, Mamaïsata Kamara a déjà pris goût à la lecture. Les yeux rivés sur le livre de grammaire, elle prépare son certificat d'études primaires. Un examen qu'elle compte décrocher à tout prix. Elle vient régulièrement lire dans ce point de lecture. J'adore lire. J'aimerais dire à mes amis de venir lire. La lecture est la nourriture de l'esprit. Comme Mamaïsata Kamara, de nombreux jeunes de Kipé s'habituent à la lecture en fréquentant ce local ouvert il y a 9 mois. Cet espace d'apprentissage est l'un des acquis de Conakry, capitale mondiale du livre. 25 points similaires sont en aménagement pour rendre le livre vivant et accessible aux jeunes en quête du savoir. Oui, grâce au livre, les jeunes sortiront des ténèbres de l'obscurantisme. Ils seront eux-mêmes acteurs de leur propre destin. La construction du point de lecture de Kipé est un don de la fondation NCA Assurance et Banque. 875 ouvrages sont disposés dans les rayons de cette bibliothèque de proximité. La meilleure des actions qu'on peut donner à quelqu'un, c'est sa formation. Et la lecture qui nourrit l'esprit, qui ouvre l'esprit, qui ouvre à la connaissance et à la tolérance, qui ouvre à l'autre, qui donne des horizons à l'autre. Et le meilleur moyen, le livre, disais-je, pour créer un citoyen nouveau, un Africain nouveau capable de reproduire ou de dépasser ce que M. Jean Kakou-Diagou a fait. La fréquentation de cet espace est encore modeste. La moyenne actuelle est d'une dizaine de personnes par jour. Mais pour les promoteurs de la lecture, auprès des jeunes, ce chiffre montre un début encourageant. Il y a quelques mois encore, l'accès du public aux livres dans les quartiers de la banlieue relevait du rêve. Aujourd'hui, la donne change. Un nouveau réflexe se développe chez les jeunes de Kipé. Il y a une année démarrait l'émission Lambétigui ou la valorisation de l'art oratoire sur les antennes de votre télévision nationale. Une émission très suivie qui après juste une année peut désormais voler de ses propres ailes. Nikini Moussa Kamara, Seydou Diallo. Lambétigui est l'une des quarantaines d'émissions qui figurent sur la grille des programmes de la RTG. Elle existe depuis une année avec plus de 40 numéros déjà produits. L'émission fait la promotion de l'art oratoire, des coutumes, des mœurs et surtout de l'arbre généalogique des familles et des peuples africains. Une émission qui attire des foules aujourd'hui. Elle nous amène à nos sources, à nos racines traditionnelles, à nos racines historiques. Cette émission permet donc à la génération actuelle de savoir exactement d'où elle vient, parce que ça nous rappelle non seulement l'origine de nos patronymes, les noms que nous portons. Sacheurs, conservateurs de tradition, griots, communicants et paroliers sont au rendez-vous. La télévision est un moyen de communication. Elle les rend célèbres et établir un bon rapport avec les hommes. Au-delà de son enseignement, elle est aujourd'hui suivie partout dans le monde.
Mandeng e Fouta ko nene goto. Mandeng e Fouta no hawti ɓiyaɗam. Mandeng e Fouta no hawti haqqille. Mandeng e Fouta ko hawti ɗum jikke. Mandeng e Fouta ko hawti ɗum woni hakkunde Almami Samori Mandeng. Alpha Yaya Diallo et Almami Samori Touré, c'était des amis intimes. Ils s'entendaient très bien, c'était les vrais amis. Alpha Yaya Diallo, Almami Bokar Biro et Samori Touré, ces trois personnes-là s'entendaient très bien. Alpha Yaya pouvait envoyer les gens jusqu'à Kerouani pour trouver Almami Samori Touré en mission. Du retour, Almami Samori Touré aussi envoyé une mission à Almami Bokar Biro, de Mamoun, de Timbo, pour une mission. Ces trois-là s'entendaient très bien, il y avait une entente. Aujourd'hui, ce qu'on demande à la population guinéenne, c'est de faire comme ceci. Ce sont des exemples. Boubacar Biro, Almami Samori et Alpha Yaya. Séduits par la qualité des productions, les téléspectateurs de l'émission ont salué le travail bien fait. C'est vraiment une émission époustouflante. C'est une émission hors du commun. Donc le PDG du groupe Gico Press, M. Kerfala Kamara KPC, a offert 2 caméras professionnelles à l'émission, des caméras d'une valeur de 10 000 € chacune. Ensuite, un ordinateur, des clés USB et un disque dur pour soutenir l'émission. Avec une durée de 26 minutes, l'émission Lambétigui est diffusée 3 fois dans la semaine. À bâton rompu est une autre de vos émissions. Ce soir d'ailleurs, les débats portent sur les perspectives de la modernisation des transports en Guinée. Dans ce débat croisé, cadres des transports, syndicats et défenseurs des usagers font le diagnostic du secteur et annoncent les stratégies élaborées pour sa modernisation. Je vous propose de suivre un extrait. Au moment où Sékou Touré mourait, nous avions 10 aéronefs qui étaient le patrimoine de la compagnie. Et tous ceux qui, à l'époque, étaient des étudiants guinéens à l'étranger, nous venions, le transport était assuré par la compagnie nationale Air Guinée pendant les vacances et au retour à l'ouverture dans les différents pays. Les pèlerins étaient transportés par Air Guinée. C'était vraiment un embryon de fierté nationale. Ça c'est révolu. Qu'est-ce que le ministère est en train de faire pour structurer même les transporteurs? Aujourd'hui, les consommateurs sont violés dans leurs droits, les passagers. Et regardez, sortons tous, vous allez voir dans les minibus, les gens sont comme des sardines. Mais à qui la faute? S'il y a le problème à l'interne, le ministre n'a qu'à vraiment regarder et ses équipes pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer la solution. Moderniser les transports, c'est d'abord, il faut mettre en place les infrastructures de base. L'intégralité de cette émission sur nos antennes, ça sera à 21h30. Voilà, fini ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite du plaisir sur les antennes de votre télévision nationale. Bonsoir et à demain.